7h20 sur Radio J, heureux si vous nous rejoignez sur 94.8 avec, presque tous les lundis, un lundi tous les 15 jours, la chronique de Caroline Yadan, députée Renaissance. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas. Et avocate, là, eh bien, vous allez, je ne sais pas si dans cette chronique, vous allez vous faire l'avocate du shopping. Vous avez fait du shopping ce week-end, Caroline? Eh oui Nicolas, je me suis acheté une magnifique robe longue Gucci et un serre-tête assorti de belle allure. Ah, vous voulez donc dire une abaya et son voile non coloré? Nicolas, comparaison n'est pas raison et je sens comme une influence des réseaux sociaux dans vos propos. Présentement, vous dites, pardonnez-moi Nicolas, vraiment n'importe quoi. Une abaya est beaucoup moins chère qu'une robe Gucci. Ah ben non, mais évidemment, mais au-delà du prix, quelle est la différence, franchement? Eh bien, une robe longue a pour fonction de mettre la femme qui la porte en valeur. L'abaya, elle, a pour objectif d'invisibiliser le corps de la femme considéré comme source de tentation et de désordre social et de le rendre transparent au regard des hommes, de supprimer tout ce que la féminité pourrait avoir de séduisant pour ces derniers, lesquels, par définition, ne pourraient s'empêcher de lorgner avec lubricité la femme, forcément coupable du désir qu'elle inspire. L'abaya nous dit en substance que la femme qui montrerait sa silhouette serait une provocatrice. Et puis, si l'abaya est une robe longue comme une autre, je pourrais la raccourcir. Mais je crains, Nicolas, qu'une telle modification ne soit considérée comme un outrage divin, voire comme un péché passible de lapidation. La femme, donc coupable par nature, est sommée de soustraire ses formes et ses cheveux au regard des hommes, sous peine de déclencher un légitime mépris ou même une sainte violence, expression d'une colère somme toute compréhensible. Pour le dire plus simplement, l'abaya constitue une prison ambulante et une servitude volontaire qui fait le jeu de la tyrannie. Aucune féministe digne de ce nom ne saurait approuver et prendre la défense de ce signe patriarcal moyenâgeux qui a pour origine, rappelons-le, le wahhabisme rigoriste d'Arabie Saoudite qui fait du voile son étendard. Il s'agit donc d'un vêtement religieux, Caroline ? La question n'est pas de savoir si l'islam prescrit ce vêtement ou pas, mais de savoir si celle qui le porte comme un signe d'appartenance à une confession. Eh bien, la réponse est oui, évidemment. Si tel n'était pas le cas, on ne trouverait pas ces abayas sur des boutiques en ligne proposant des vêtements islamiques ou pour femmes musulmanes. Si tel n'était pas le cas, les tenants du port de l'abaya n'auraient pas tenté de nous expliquer que son interdiction violait la liberté de culte. Si tel n'était pas le cas, le recours devant le Conseil d'État, qui a jugé, je vous le rappelle, son interdiction à l'école fondée, aurait été diligenté par une association autre que musulmane. Répétons-le encore, Nicolas, l'abaya est l'un des instruments du projet islamiste porté par les frères musulmans, qui est de remplacer nos démocraties par une société charia compatible qui devra à terme se muer en théocratie. Il s'agit donc d'une nouvelle offensive qui vise à tester la capacité de résistance de notre République. C'est pourquoi les idiots utiles de l'extrême gauche, dont les propos comme « police du vêtement » sont repris in extenso par le pouvoir iranien et par la presse islamiste dans le monde et sont particulièrement effrayants car ils excusent les tortures, les lapidations, les agressions, les assassinats et les pendaisons des militants de la liberté qui manifestent quotidiennement contre le tchador. Cet islamo-gauchisme se porte ainsi au secours de l'obscurantisme religieux, du mépris des femmes et de la haine de la laïcité républicaine en adoptant son vocable victimaire et ses arguments culpabilisant. Le rappel de l'interdiction de l'abaya sur le fondement de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école par Gabriel Attal était donc nécessaire ? Il était même salutaire, Nicolas. Pour quelle raison, Caroline ? Eh bien, pour 3 raisons essentielles. Parce que le corps éducatif avait besoin et réclamait une ligne claire protectrice qui ne lui laisse pas la responsabilité de se débrouiller seul. Parce que la laïcité est la meilleure protection pour les élèves, notamment parce qu'elle leur rassure la liberté par le savoir, l'égalité entre eux, l'accès à l'émancipation individuelle basée sur la science et la raison.
À l'école, l'enfant doit être dégagé de toute pression aux contraintes extérieures pour progresser dans la construction de son autonomie. Pour apprendre à penser, l'élève doit mettre de côté ce qu'il croit, il doit se délester de ses convictions et de ses certitudes. Aussi, parce que notre fermeté doit être exemplaire, non seulement face aux islamistes, mais aussi face à nos enfants, gâtés à la liberté, qui ont choisi d'emprunter le chemin de l'obscurantisme en affrontant la République et ses valeurs, se targuant d'un habit militant qui veut mettre cette liberté à genoux. Ce combat, Nicolas, est essentiel. Et notre courage ne doit jamais faillir. Au nom de Charlie Hebdo, de Samuel Paty, de Salman Rushdie, de Masha Amini, des victimes de Nice, du Bataclan et de tous les autres, aucune compromission n'est tolérable. Mais alors, malgré tout ça, vous allez continuer votre shopping le week-end prochain, Caroline ? Oui, mais cette fois-ci, Nicolas, je regarderai plutôt les sacs à main. Merci, Caroline Yadan. Tout de suite, c'est le Zoom Israël avec Pascal Zunsch.